La version officielle est fausse. Je le sais parce que j'ai été le premier à voir comment la colonie Perséphone a vraiment disparu. Et c'est moi qui ai aidé à cacher la vérité. Tout a commencé le 22 mai 2049. Je m'appelle Alex Rivers et à l'époque, j'étais analyste de données junior au service de soutien à la mission. En gros, j'étais l'un des dizaines de personnes qui passaient leurs journées et leurs nuits dans une immense salle faiblement éclairée, les yeux rivés sur des écrans qui affichaient les données de télémétrix provenant de Mars. C'était un boulot ennuyeux. 99% du temps, on vérifiait que les chiffres restaient vent de verre. Pression dans les modules, habité, niveau de charge des batteries, composition de l'air, des milliers de paramètres qui ne changeaient jamais. On était un peu comme des fusibles super chers. Notre boulot était de repérer les anomalies avant que les systèmes automatiques ne déclenchent l'alarme et d'en informer le chef d'équipe. En 6 mois, ça n'était jamais arrivé. La colonie Perséphone, premier avant-poste humain sur une autre planète, fonctionnait comme une horloge. Les 6 colons, dirigés par Stella Reed, étaient les meilleurs parmi les meilleurs, et leur maison high-tech était la structure la plus fiable, jamais construite par l'homme. Du moins, c'est ce qu'on nous avait dit. Ce jour-là, j'ai commencé mon service de 12 heures comme d'habitude. L'air dans la salle était frais et sentait l'ozone provenant des appareils électroniques en marche. Il y avait un léger bourdonnement des serveurs et les voix étouffées sonnent de mes collègues. J'ai parcouru les rapports de la veille. Tout était normal. J'ai vérifié les canaux de communication. Tout était stable. Le signal avait 11 minutes et 42 secondes de retard, ce qui était normal, vu la position des planètes. Je me suis calé dans mon fauteuil, prêt pour une nouvelle journée de surveillance monotone. Les premières heures se sont passées sans incident. Je surveillais les données des capteurs géologiques répartis dans un rayon de 5 km autour de la base. C'était la zone de responsabilité du docteur Kenji Tanaka, notre géologue sur Mars. Il étudiait l'activité sismique et ma tâche était simple. Répertorier toutes les secousses et les comparer aux modèles prévisionnels. Mars est une planète géologiquement calme, donc la plupart du temps, les données formaient une ligne presque droite. Vers 3 heures de l'après-midi, heure locale, un pic à peine perceptible est apparu sur l'un des graphiques. Il provenait du capteur numéro 7, le plus éloigné, installé au pied d'une petite crête. Ce n'était pas un tremblement de terre, ni même une micro-réplique. Juste une vibration étrange et brève, différente du bruit sismique habituel. Elle était trop régulière. J'ai zoomé. Le signal n'a duré que 3 secondes et avait une structure claire et répétitive, presque comme une sinusoïde qui s'atténue. Le système automatique l'a ignoré, le classant comme un bruit aléatoire, peut-être causé par la dilatation thermique du boîtier du capteur sous les rayons du soleil martien. C'était une explication logique, mais quelque chose dans la forme du signal m'a intrigué. Il était trop régulier pour être une simple anomalie. J'ai ouvert le journal technique du 7e capteur. Température, tension, étalonnage, tout était normal. Aucun signe de dysfonctionnement. J'ai vérifié les données des capteurs voisins, le 6e et le 8e, ils n'avaient rien détecté. C'était aussi bizarre, même la plus petite secousse aurait dû laisser une trace sur les capteurs les plus proches. Mais là, c'était le silence total. Il semblait que la vibration était strictement localisée dans un rayon de quelques mètres autour du 7e capteur. Ma curiosité professionnelle s'est éveillée. C'était un mystère, un petit écart par rapport à la routine. « Dave, regarde ça », ai-je dit en me tournant vers l'analyste senior assis à la table voisine. Dave était un homme d'une 50aine d'années, fatigué et cynique. Il avait passé toute sa vie dans l'industrie spatiale et avait tout vu. Il s'approcha à contre-cœur, regardant mon écran par-dessus mon épaule. Je lui montrai le signal.
Du bruit, dit-il sans même regarder les détails. Dilatation thermique, ou juste une interruption de la transmission pendant une fraction de seconde. Oublie ça. Mais la structure est trop régulière, ai-je rétorqué. Et il n'y a aucune trace d'interruption dans les journaux. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas encore classé, a-t-il répondu en bâillant. Alex, 99,9% des anomalies sont des erreurs matérielles ou logicielles. Ne cherche pas de complot derrière les perturbations. Si ça se reproduit, on y réfléchira. Pour l'instant, note ça comme bruit non classé et ferme le ticket. Il me tapota l'épaule et retourna à son bureau. Je fis ce qu'il me demandait. J'ouvris le journal et notai. Capteur 7. Signal local non classé de vibration d'une durée de 3 secondes. Cause probable. Erreur instrumentale. Puis je clôturai le ticket. Mais je n'ai pas oublié. J'ai gardé une copie du graphique du signal dans mon dossier perso sur le serveur. Juste au cas où. Le reste de la journée s'est passé tranquillement. J'ai continué à surveiller les données, mais rien d'inhabituel ne s'est produit. La vie sur Perséphone suivait son cours. Le commandant Reed a effectué une inspection de routine des systèmes de survie. La biologiste de la mission, le docteur Anya Sharma, bossait dans la serre. L'ingénieur Jackson s'occupait de l'entretien d'un des rovers. Je voyais tout ça sous forme de rapports succincts et de courtes vidéos qu'ils envoyaient sur Terre. C'étaient donc des pros, complètement absorbés par leur boulot. Les 3 jours suivants se sont déroulés normalement. Je commençais à penser que Dave avait raison et que j'avais fait toute une montagne d'une taupinière. Le signal ne s'est pas répété. J'ai presque arrêté d'y penser, plongé dans ma routine. Et puis, le 26 mai, ça s'est reproduit. Cette fois, c'était différent. Le signal chi revenu du 7e capteur. Il était presque identique au premier. La même sinusoïde décroissante, mais cette fois-ci, il était 2 fois plus puissant et durait 6 secondes. Et surtout, il s'est produit en même temps qu'un autre événement. Au moment même où le capteur a détecté la vibration, la caméra installée sur son boîtier a transmis une image. Les caméras des capteurs étaient statiques et de faible résolution. Elles servaient juste à permettre aux ingénieurs sur Terre d'évaluer visuellement l'état de l'équipement, de voir s'il était recouvert de sable ou s'il y avait des fissures sur le boîtier. La caméra prenait une photo toutes les heures, et voilà qu'à l'image suivante, prise au moment de la vibration, il y avait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Juste devant le capteur, à quelques mètres de distance, il y avait une pierre sur le sable rouge. Une pierre ordinaire, sans rien de spécial, de la taille d'un point. Mais sur la photo précédente, prise 1 heure plus tôt, cette pierre n'était pas là. Et sur la photo suivante, prise 1 heure plus tard, elle avait déjà disparu. Je suis resté assis à regarder les 3 photos affichées à l'écran. La pierre était apparue et avait disparu entre les photos. Et son apparition coïncidait exactement avec une étrange vibration locale. J'ai vérifié les archives météo. Ce jour-là, il n'y avait pas un souffle de vent dans la zone du 7e capteur. Le vent n'aurait pas pu apporter ou emporter cette pierre. Je suis retourné voir Dave. Cette fois, j'étais plus insistant. Je lui ai montré le graphique des vibrations et les 3 photos prises avec l'appareil photo. Il était resté longtemps silencieux, les yeux fixés sur l'écran. Son ennui habituel a fait place à une expression de perplexité. « Bon », a-t-il fini par dire, « ça ne ressemble plus à un simple bruit. La pierre, elle n'a pas pu apparaître et disparaître comme ça. » « Exactement, ai-je dit. Et cette vibration, elle n'était détectée que par le 7e capteur. Aucun autre sismographe ne l'a enregistrée. « Peut-être qu'un rover était passé par là ?» suggéra Dave. J'ai vérifié. Les 2 rovers étaient en recharge dans le dock, et Kenji n'est pas remonté à la surface depuis 2 jours. Dave se frotta le menton. D'accord, envoie Bidu une demande à Kenji. Demande-lui de vérifier le 7e capteur
et d'inspecter la zone autour lors de sa prochaine sortie. Mais rédige ta demande avec soin. Pas de mention de rochers qui apparaissent et disparaissent. Demande-lui simplement s'il a remarqué quelque chose d'inhabituel dans la zone et demande-lui d'inspecter visuellement l'équipement. Pas de panique avant l'heure. J'ai rédigé un message et l'ai envoyé via un canal sécurisé. À cause du délai de transmission, on ne pouvait pas s'attendre à une réponse avant une demi-heure, à condition que Kenji soit devant son terminal de communication. On a classé l'incident comme nécessitant un examen plus approfondi, et on a continué à bosser. Mais maintenant, je ne quittais plus des yeux les données provenant du 7e capteur. J'avais l'impression que c'était le début de quelque chose d'important. Ce n'était pas une sensation inquiétante, mais plutôt excitante. J'étais sur le point de faire une découverte. La réponse de Kenji est arrivée 3 heures plus tard. Elle était brève. Tout est normal. Je vais faire une vérification demain comme prévu. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Kenji. Son calme a un peu refroidi mon enthousiasme. Peut-être y avait-il une explication simple à tout cela que nous n'avions pas encore trouvée. Le lendemain, le 27 mai, j'attendais avec impatience la sortie de Kenji. Finalement, les journaux ont indiqué qu'il avait quitté la base à bord du rover et se dirigeait vers le 7e capteur. On pouvait suivre ses mouvements grâce au traceur GPS de sa combinaison. On recevait aussi les données de ses fonctions vitales et un canal audio. La vidéo de son casque était diffusée à faible fréquence d'image pour économiser le trafic, mais l'image était claire. Centre, ici Tanaka. Je m'approche du 7e capteur. Tout semble normal. Sa voix était calme et professionnelle, juste un peu déformée par la compression du signal. Je voyais la même chose que lui sur mon écran. Une plaine brun rougeâtre parsemée de rochers, et au loin, une chaîne de montagnes basses et escarpées. Le soleil était bas et projetait de longues ombres. Le rover s'est arrêté à 20 mètres du capteur. Kenji est sorti et s'est dirigé lentement vers lui, ses lourdes bottes laissant des traces profondes dans la poussière fine. J'inspecte le capteur. Le boîtier est intact. Le panneau solaire est propre. Aucun dommage visible, dit-il. Il fit le tour du capteur, l'examinant attentivement sous tous les angles. Puis, il s'éloigna de quelques pas et observa le sol autour de lui. « Bon centre, vous m'avez demandé de vérifier s'il y avait quelque chose d'inhabituel. Je ne comprends pas très bien ce que vous vouliez dire, mais il y a quelque chose de bizarre ici. » Le silence s'est installé dans la salle. Même Dave a quitté son écran et s'est approché de moi. « Qu'est-ce qui se passe, Kenji ?» a demandé l'opérateur radio. « Le sable », a répondu Kenji après une pause. « Autour du capteur, dans un rayon d'environ 3 mètres, le sable semble lissé, comme si on l'avait balayé. En dehors de ce cercle, on voit les traces habituelles du vent, mais à l'intérieur, la surface est parfaitement lisse. Et puis, il y a des traces. Des traces de quoi? Je ne sais pas. Elles ne ressemblent ni aux miennes, ni à celles du rover. Elles sont très fines, comme des rayures. De nombreuses lignes fines et parallèles formant un cercle. Un motif très étrange. Je vais prendre plusieurs photos en haute résolution. Sur mon écran, j'ai vu Kenji s'accroupir et pointer sa caméra vers le sol à travers sa combinaison. On ne pouvait pas voir les détails sur sa vidéo, mais le fait qu'un géologue expérimenté, qui avait passé 6 mois sur Mars, qualifie quelque chose d'étrange, nous a tous mis en alerte. Pendant que Kenji prenait des photos, j'ai rouvert le graphique des vibrations. Un cercle de 3 mètres de diamètre, un signal local. Tout concordait. Les vibrations provenaient bien de cette zone. Et maintenant, il y avait des traces mystérieuses. « Kenji, tu peux prélever un échantillon de sol dans ce cercle ?» demanda Dave au communicateur. « Bien reçu, centre. Je prends l'échantillon », répondit Kenji.
On l'a regardé sortir un récipient pour les échantillons et une pelle. Il a prélevé avec précaution un peu de sable lisse et rayé, puis l'a placé dans le récipient. C'est à ce moment précis que ça s'est produit. Sur mon écran, le graphique de l'activité sismique du 7e capteur a brusquement bondi. C'était le même signal, la même vibration, régulière, mais dans les 10 fois plus forte que la dernière fois. En même temps, le canal audio de la combinaison de Kenji a explosé dans un craquement de parasites statiques, à travers lequel son cri étouffé a retenti. Le signal vidéo de son casque se transforma en un mélange de bandes grises et de bruits colorés. Tout ça dura environ 10 secondes. Puis tout s'arrêta. Le graphique des vibrations redevint une ligne droite. Les interférences statiques dans le canal audio disparurent, laissant place à un silence complet et mort. Le signal vidéo est revenu. La caméra sur le casque de Kenji montrait maintenant le ciel. Il était allongé sur le dos. « Kenji, Kenji, réponds !» criait l'opérateur de communication dans le micro, oubliant le décalage du signal. « Quel est ton état ?» Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Tout le monde regardait les écrans. On voyait les signes vitaux de Kenji. Son cœur battait à toute vitesse, sa tension avait grimpé en flèche, mais il était en vie. Quelques secondes plus tard, il a respiré profondément. « Je vais bien », a-t-il finalement réussi à dire. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sa réponse n'est arrivée que 11 minutes plus tard, mais on savait déjà qu'il était en vie. Lentement, il s'était relevé. « Centre, je vais bien. Quelque chose m'a fait tomber. J'ai eu l'impression que le sol vibrait sous mes pieds, très fort. J'ai laissé tomber le conteneur avec l'échantillon. » Il a battu regarder autour de lui. On voyait la même chose que lui. Le conteneur avait disparu. Il s'était tout simplement volatilisé. Et il y avait autre chose. Le cercle de sable aplati et les étranges rayures avaient également disparu. La surface autour du capteur était désormais identique à celle du reste du sol, recouverte des habituelles traces laissées par le vent. Comme si rien ne s'était passé. Ce soir-là, Dave et moi avons rédigé un rapport complet à l'intention de la direction de la mission. On a joint toutes les données, les graphiques des vibrations, les photos de la pierre, les enregistrements audio et la vidéo de la sortie de Kenji. On n'a plus essayé de trouver des explications simples. Il se passait quelque chose qui dépassait notre compréhension. Quelque chose sur Mars, à un endroit précis, au pied d'une crête insignifiante, interagissait avec nos affaires. Ça déplaçait des pierres, ça laissait des traces, ça prenait nos conteneurs d'échantillons, et ça le faisait à l'aide d'une énergie inconnue et localisée que nos appareils enregistraient comme une vibration mécanique. C'était la première fois que je ressentais une vraie peur, une peur glaciale. Pas pour moi, mais pour les 6 personnes sur Mars. Ils étaient mis coincés sur une planète avec quelque chose qu'on ne pouvait ni expliquer ni prévoir. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à tenir mon propre journal secret. Je savais que les rapports officiels seraient probablement classés confidentiels et déformés. Je voulais garder la vérité, au moins pour moi. La réaction de la direction à l'incident avec Kenji Tanaka a été rapide et, comme on pouvait s'y attendre, bureaucratique. Pas de panique, pas de réunion d'urgence diffusée à toute l'entreprise. Au lieu de ça, le lendemain matin, un groupe d'analyse des phénomènes anormaux a été formé. J'ai été inclus dans ce groupe, probablement parce que j'étais le premier à avoir documenté l'anomalie. Le groupe était dirigé par le docteur Harris Thorne, directrice des vols. C'était une femme sévère et incroyablement intelligente d'une 60aine d'années, dont le visage semblait figé dans une expression de préoccupation contenue. Dès la première réunion, elle a présenté un plan d'action et son ton ne laissait aucune place à la discussion. Premièrement, la zone dans un rayon de 10 km
autour du 7e capteur était déclarée zone interdite. Les colons avaient Ben Rava pour ordre de ne s'en approcher sous aucun prétexte. Deuxièmement, toutes les infos concernant l'incident étaient immédiatement classées car sont confidentielles. Dans les rapports officiels, l'incident avec Kenji a été classé comme une brève perturbation du système vestibulaire causée par une décharge électrostatique provenant de la combinaison spatiale. C'était un mensonge éhonté, mais il semblait plausible. Troisièmement, une version spéciale a été préparée pour l'équipage du Perséphone. On leur a dit qu'il y avait des formations géologiques instables dans la zone en question, qui pouvaient générer de puissants champs électromagnétiques et que l'étude de ce phénomène nécessitait du temps et une observation à distance. C'était aussi un mensonge, mais un mensonge rassurant. La réponse de la commandante Stella Reed est arrivée comme prévu. Un peu plus de 11 minutes plus tard, elle a confirmé avoir reçu l'ordre et a assuré au centre que la zone interdite serait strictement respectée. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans sa voix. C'était une soldate et elle suivait les ordres. Kenji a aussi envoyé un message. Il disait qu'il était déçu de ne pas pouvoir étudier le phénomène de près, mais qu'il comprenait les risques. Il décrivait ses sensations comme un coup violent aux jambes, accompagné d'un grondement fort. Il n'a jamais remis en question la version officielle sur le champ électromagnétique. Pourquoi aurait-il dû douter? Il était un scientifique, pas un écrivain de science-fiction. Pendant plusieurs semaines, c'était le silence. Notre équipe analysait les données 24 heures sur 24. On testait des modèles, on élaborait des théories. L'hypothèse d'une décharge plasma dans le régolithe. La théorie de la résonance dans les roches cristallines provoquées par le vent solaire. Aucune d'entre elles ne pouvait tout expliquer. Aucune n'expliquait la pierre qui bougeait, le sable lissé ou, plus important encore, la disparition du conteneur d'échantillons. La matière ne peut pas simplement disparaître. Ça allait à l'encontre des lois fondamentales de la physique. Mais nos données affirmaient avec obstination que c'était exactement ce qui s'était passé. Mon travail est devenu une obsession. Je dormais 4 heures par jour et passais le reste du temps devant mon écran, à scruter les graphiques des capteurs martiens. Je cherchais des répétitions, mais l'anomalie restait silencieuse. La zone autour du 7e capteur était calme. La vie dans la colonie avait repris son cours normal. Les gens travaillaient, mangeaient, dormaient, envoyaient Bonnie des messages vidéo à leur famille. En regardant ces scènes de la vie quotidienne, je me sentais de plus en plus détaché. Ils vivaient dans une ignorance béate, alors que je savais que tout près d'eux, à quelques kilomètres seulement, vivait quelque chose qui n'obéissait pas aux lois de la nature telles que nous les connaissons. Le 14 juin, près de 3 semaines après l'incident, l'anomalie était réapparue. J'ai été le premier à la remarquer. Cette fois, ce n'était pas le 7e capteur. Un signal faible mais clairement reconnaissable, la même vibration ordonnée et décroissante, a été détectée par le capteur numéro 4. Il était situé à 6 km à l'est du 7e et, plus important encore, à seulement 4 km de la base Perséphone. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Ma première pensée fut « ça bouge » ou alors « il y en a plusieurs ». Je me suis tout de suite mis à vérifier toutes les données associées. La caméra du 4e capteur ne montrait rien d'inhabituel. Le même paysage rougeâtre et morne. Pas de rochers en mouvement, pas de cercle lissé. Mais ensuite, j'ai trouvé autre chose. Tout le long de la plaine entre la base et les capteurs éloignés, il y avait un câble électrique qui alimentait le matériel scientifique. J'ai ouvert le journal de son état. Et j'ai vu. À la seconde où le 4e capteur a détecté une vibration, le système de surveillance du câble a enregistré une surtension. Bref, d'une durée d'à peine 1 seconde et demie, mais complètement anormale. Ça ne ressemblait pas à un court-circuit ou à une décharge externe. L'énergie dans le câble n'avait ni augmenté
ni diminué. Elle s'était redistribuée, comme si une petite section du câble était devenue supraconductrice pendant un instant, et la section voisine isolante. Le système de compensation a tout de suite rééquilibré les paramètres et le système automatique n'a même pas jugé nécessaire d'afficher un drapeau jaune d'avertissement. Mais j'avais vu la coïncidence temporelle. Ce n'était plus juste un phénomène passif. Ça interagissait avec notre équipement et ça se rapprochait. J'ai tout de suite rapporté mes découvertes à Dave et Harry Thorne. Cette fois, personne n'a parlé d'interférence ou de panne de matériel. Le visage de Thorne est devenu encore plus sévère. Elle a écouté en silence mon bref rapport, les yeux fixés sur les graphiques que j'avais affichés sur le grand écran de la salle de réunion. « Il apprend », a dit Dave à voix basse à côté de moi. Au début, il vibrait simplement, puis il a commencé à déplacer des objets. Maintenant, il a appris à interagir avec les champs énergétiques. Cette idée était tellement effrayante dans sa simplicité que j'en ai eu la chair de poule. L'idée que ce n'était pas juste une force aveugle de la nature, mais quelque chose qui pouvait s'adapter. Harry Thorne semblait ne pas l'avoir entendu. « Continuez l'observation », dit-elle d'une voix calme et neutre. « Doublez la sensibilité de tous les capteurs dans le secteur Est. Enregistrez le moindre écart, même le plus insignifiant, et pas un mot à l'équipage. » L'ordre fut exécuté. Les jours suivants furent marqués par une attente tendue. On ne cherchait plus d'explications, mais des régularités. On était comme des sismologues, attendant la prochaine secousse, sans en connaître ni la force ni les conséquences. La peur fit place à une étrange excitation sombre. On assistait à la naissance d'un phénomène totalement nouveau, inconnu de la science. Les colons sur Mars ne se doutaient de rien. Ils continuaient dans leurs activités habituelles, se plaignaient de la monotonie de la nourriture et attendaient le prochain vaisseau de ravitaillement, qui devait arriver dans 4 mois. Leur tranquillité quotidienne, que je voyais dans les rapports quotidiens, semblait surréaliste. Ils étaient comme des enfants, jouant sur une fine couche de glace. Le 21 juin, ce que nous redoutions tous est arrivé. L'anomalie a atteint la base. Elle n'est pas venue de l'extérieur. Elle est venue de sous terre. Tout a commencé par un petit problème dans le système de purification de l'eau. Perséphone fonctionnait comme un écosystème fermé. Et le recyclage de l'eau était super important. Chaque litre comptait. Un des débitmètres médecine à ultrasons du circuit d'eau technique, qui passait sous le plancher du module de survie, a soudainement indiqué une erreur et s'est arrêté. L'ingénieur de la mission, Jackson, a dit que c'était probablement une panne normale du capteur et qu'il le remplacerait lors de la prochaine maintenance. C'était la procédure habituelle. Mais moi, qui avais appris à mes dépens, je ne croyais pas à une coïncidence. J'ai commencé à creuser. J'ai ouvert les journaux de la pompe de recirculation principale et j'ai trouvé. Au moment où le capteur est tombé en panne, la pompe a enregistré une chute instantanée et inexplicable de la pression dans le système. Ça a duré moins d'1 seconde, comme si environ 1 litre d'eau avait disparu de la conduite à ce moment-là. Le système a immédiatement compensé la perte à partir du réservoir de secours, et le volume total d'eau dans le système n'a pas changé. C'était une anomalie tellement insignifiante que le système automatique l'a ignorée. Mais elle était bien là. Je n'avais pas d'accès direct au sismographe de la base elle-même. C'était un autre système. Mais j'avais accès aux capteurs d'intégrité structurelle qui mesuraient la tension et les vibrations dans les structures porteuses de Perséphone. J'ai demandé les données archivées du capteur situé sur la poutre de force, juste en dessous de l'endroit où passait le tuyau. Quand j'ai superposé le graphique sur le moment où le débitmètre s'est arrêté, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Il y avait un signal, à peine perceptible dans le bruit ambiant, mais il était bien là, faible, presque étouffé, mais avec la même structure claire et ordonnée
que les 7e et 4e capteurs. Il n'était plus à l'extérieur. Il était à l'intérieur, juste sous les pieds de l'équipage. Il avait appris non seulement à interagir avec nos systèmes, mais aussi à consommer. Il avait bu 1 litre d'eau directement dans un tuyau scellé, ne laissant derrière lui qu'une panne de capteur et une brève vibration familière. Le même jour, j'ai présenté mon rapport au groupe d'analyse. Un silence lourd régnait dans la pièce. Les gens regardaient simplement les 3 graphiques que j'avais affichés à l'écran. La vibration du 7e capteur et le conteneur disparu. La vibration du 4e capteur et la surtension dans le câble. Et maintenant, la vibration sous le plancher de la base et l'eau disparue. Le schéma était évident et terrifiant. Aristorn est restée silencieuse pendant un long moment, les doigts crispés sur la table. Elle ne regardait pas l'écran, mais à travers lui. Elle a finalement levé les yeux, qui n'exprimaient rien d'autre qu'une détermination glaciale. L'hypothèse de travail sur le phénomène géologique n'est plus envisagée, dit-elle lentement et clairement, ses mots tombant dans le silence comme des pierres. À partir de maintenant, on classe l'objet comme une entité non biologique, adaptative, présentant un comportement prédateur. Notre priorité, c'est de comprendre sa nature et ses points faibles. Et on va le faire avant qu'il ne décide de goûter autre chose que l'eau et l'électricité. La nouvelle classification de la menace annoncée par Aristorn a tout changé. On n'était plus des observateurs, mais des soldats dans une guerre invisible. Notre ennemi n'avait ni forme ni nom, mais il avait un appétit et il était déjà à notre table. Pendant les 48 heures qui ont suivi, l'équipe d'analyse a travaillé sans dormir. L'objectif était clair, provoquer l'entité pour qu'elle se montre, mais selon nos conditions. On devait la forcer à se révéler afin de pouvoir enregistrer un maximum de données. C'est ainsi qu'est né un plan à la fois génial et monstrueux dans son essence. On a décidé d'utiliser l'un des 2 rovers martiens, le Goliath, comme appât. Le plan était simple, conduire le rover vers l'épicentre de l'activité initiale, près du 7e capteur, le laisser là avec tous ses systèmes en marche et pointer vers lui tout ce qu'on avait. Caméra, capteur, scanner. On allait lui offrir un buffet d'énergie et de composants complexes et voir ce qu'il choisirait pour son dîner. Bien sûr, l'équipage de Perséphone a reçu des instructions complètement différentes. Le commandant Reed a été informé que pour calibrer le réseau de capteurs sismiques, il fallait une source d'énergie puissante et stable qui devait être placée au centre du réseau. Le rover était parfait pour ça. Elle a reçu l'ordre d'envoyer l'ingénieur Jackson dans la zone interdite, d'y laisser le Goliath en mode veille pendant 24 heures et de rentrer à la base avec le 2e rover, le David. Stella Reed n'a posé aucune question. Elle a juste confirmé qu'elle avait bien reçu l'ordre. Son professionnalisme était presque aussi effrayant que ce à quoi nous étions confrontés. Le 26 juin, j'étais assis devant ma console, observant 2 petits points se déplacer sur la carte, affichée sur mon écran. Jackson pilotait le Goliath et Stella le suivait dans le David. Le protocole de sécurité exigeait la présence d'un 2e rover pour toute sortie lointaine. Je voyais les données de télémétrie somme de leur combinaison et entendais leur brève communication. « J'arrive au point. Tout semble normal, » a dit Jackson. « Compris. Fais comme prévu, » a répondu Stella. On a regardé Jackson garer le gros rover à 6 roues exactement à l'endroit indiqué, à quelques mètres seulement du 7e capteur silencieux. Il mit ensuite les systèmes du Goliath en mode veille, sortit du véhicule, rejoignit Stella dans le David et ils repartirent vers la base. Le piège était tendu. Dans notre salle sur Terre, un silence tendu régnait, seulement rompu par le ronronnement des serveurs. 11 minutes et demie plus tard, l'image sur nos écrans s'est actualisée, indiquant que les rovers revenaient et sans encombre.
Il ne restait plus qu'à attendre. On a attendu 7 heures. Pendant cette hauteur, j'ai regardé sans détourner les yeux les centaines de graphiques et d'indicateurs provenant du Goliath et des capteurs qui l'entouraient. Rien, absolument rien. Certains dans la salle ont commencé à discuter nerveusement. Peut-être que l'entité ne s'intéressait pas à un objet inactif. Peut-être qu'elle ne réagissait qu'au mouvement, à la présence humaine. Aristorn restait silencieuse, le visage impassible. Et puis ça a commencé. Comme les fois précédentes, tout a commencé par une vibration. Les sismographes autour du Goliath se sont mis à bouger en même temps. Le signal avait une structure qui nous était familière, mais son amplitude était bien plus forte et, contrairement aux 2 fois précédentes, il ne s'affaiblissait pas. Il augmentait lentement, mais sûrement. Au bout d'1 minute, tous les appareils dans un rayon de 100 mètres autour du rover enregistraient un grondement puissant et grave. On aurait dit le bruit d'un énorme mécanisme invisible. Puis, les systèmes du rover ont commencé à tomber en panne, mais pas comme lors d'une panne habituelle. Sur l'écran de diagnostic que je surveillais, cela ressemblait à une opération chirurgicale. La caméra principale sur le mât a été la première à se déconnecter. Il n'y a eu ni surtension, ni message d'erreur. Elle a simplement cessé d'exister dans le système. 10 secondes plus tard, c'était le tour des capteurs météorologiques. Puis, un des servomoteurs de la roue avant droite. Ensuite, l'antenne de communication. Ce n'était pas une destruction. C'était une suppression méthodique et systématique des composants. Comme si quelqu'un démontait un mécanisme complexe, pièce par pièce. Le signal vidéo des caméras du rover avait bien sûr disparu, mais on recevait toujours le paquet de télémétrie générale. Et on entendait un bruit. Le micro externe, conçu pour analyser le bruit du vent martien, fonctionnait toujours. Au début, on n'entendait qu'un grondement de vibration croissant. Puis, à travers ce grondement, quelque chose d'autre a commencé à se faire entendre. Ce n'était ni un cri, ni un grincement. C'était un motif complexe et rythmé. Une série de cliquetis et de sons aigus, répétés à intervalles réguliers. C'était faible, presque inaudible dans le grondement général, mais c'était bien là. Et là, Dave, qui était derrière moi, a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce bruit, Alex, affiche le journal des données du rover, protocole d'autodiagnostic. J'ai ouvert le fichier voulu. Comme tout appareil sophistiqué, le rover envoyait constamment un petit paquet de données, une sorte de poignée de main, qui indiquait au système qu'il fonctionnait correctement. C'était la signature numérique unique de Goliath. Je l'ai affiché à l'écran sous forme d'audiogramme. Puis j'ai demandé à l'ordinateur de filtrer le bruit de fond de l'enregistrement du micro et d'amplifier cet étrange motif rythmique. 2 audiogrammes sont apparus côte à côte à l'écran. Ils étaient identiques, absolument, jusqu'au dernier bit. Pas similaires, pas analogues, identiques. L'entité ne se contentait pas de démonter le rover. Elle l'écoutait et elle répétait ce qu'elle entendait. Elle nous parlait dans le langage de notre propre création. 3 minutes après le début de cette conversation, tout s'est arrêté. Le signal du rover a complètement disparu. Les vibrations se sont calmées. Un silence encore plus assourdissant que le grondement qui l'avait précédé s'est installé. On était restés assis là, les yeux rivés sur les écrans morts, pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui n'a en réalité duré qu'1 minute. Le lendemain, lorsque le soleil s'est levé à nouveau sur cette partie de Mars, on a eu la confirmation. Stella, sur ordre du centre, a éloigné David à une distance sûre et a utilisé la caméra avec le zoom maximal pour inspecter l'endroit où ils avaient laissé Goliath. Sur l'écran de notre salle est apparue une image floue et tremblante, déformée par les perturbations atmosphériques, d'une plaine rouge. À l'endroit où se trouvait hier le véhicule tout-terrain de 12 tonnes, il n'y avait plus rien.
Pas de débris, pas de cratères, pas même de traces de lutte. Le rover avait tout simplement disparu. Il s'était évaporé sans laisser de traces, comme la pierre et le conteneur d'échantillons. Il avait été effacé de la surface de Mars. Ce soir-là, dans la salle de réunion de l'équipe d'analyse, c'était la déprime. On avait perdu. On n'avait pas juste perdu un rover d'1,5 milliard de dollars. On avait perdu l'initiative. On essayait d'étudier un prédateur et on avait découvert qu'il avait une intelligence complètement différente, incompréhensible, mais sans aucun doute une intelligence. Assis devant ma console, j'écoutais encore et encore ce dernier enregistrement audio. Filtré du bruit ambiant, le motif était clair et net. C'était la signature numérique de Goliath, traduite en son. Son nom, son essence, répété par son assassin. Et soudain, j'ai compris. J'ai ouvert le journal de bord de l'ordinateur du rover. Une seconde avant qu'il ne commence le démontage, l'entité n'avait pas simplement interagi avec ses champs énergétiques. Elle avait demandé l'accès à son processeur central, et le système du rover, ne reconnaissant pas la menace, le lui avait accordé, parce que la demande ne venait pas de l'extérieur. Elle avait été générée à l'intérieur de son propre système. Je me suis levé d'un bond. Il n'a pas simplement répété le signal, ai-je dit, et tout le monde dans la pièce s'est tourné vers moi. Il l'a copié. Il s'est infiltré dans le système du rover, a copié son protocole d'identification, puis l'a utilisé comme clé pour accéder à tous les autres systèmes. Il l'a démonté de l'intérieur. Harry Thorne m'a regardé avec son regard glacial. « Qu'est-ce que tu veux dire, Monsieur Rivers ?» J'ai pris une grande inspiration. Ma théorie était tellement effrayante que j'avais peur de la dire à voix haute. Ce n'est pas juste un prédateur qui mange, c'est un assimilateur. Il démonte notre technologie pour la comprendre. Il l'étudie, puis il devient cette technologie. Quand il a bu l'eau du tuyau, il n'a pas juste étanché sa soif. Il a appris ce qu'était un tuyau, ce qu'est l'eau, ce qu'est un système de survie. Et maintenant, il sait ce qu'est un rover et ce qu'est l'intelligence artificielle. J'ai regardé le grand écran où était toujours affichée la photo d'un paysage martien désert. On n'avait pas affaire à un simple prédateur intelligent. On avait affaire à quelque chose qui aurait pu devenir nous, ou du moins devenir notre ombre, notre copie parfaite et mortelle. Et cette chose se trouvait à seulement 4 kilomètres de 6 personnes enfermées dans une boîte métallique. Ma théorie sur la nature de cette chose, sur sa capacité à s'assimiler, a laissé le groupe d'analyse sous le choc. La stratégie de confinement avait échoué. Il s'agissait désormais de survivre. Harry Thorne a agi avec une rapidité froide, presque inhumaine. En 1 heure, elle a mis au point un nouveau protocole, baptisé « Forteresse numérique ». L'idée était simple. Si on ne pouvait pas isoler physiquement l'entité, on devait l'isoler sur le plan informationnel. On devait arrêter de la nourrir. Sur ses ordres, on a commencé à désactiver à distance tous les systèmes secondaires en dehors de la base. Les appareils scientifiques, les stations météo, les antennes de secours, tout ce qui n'était pas super important pour la survie de l'équipage a été coupé. On a délibérément créé un désert autour du Perséphone, pas seulement physique, mais aussi technologique. On espérait que, privé de nouveaux jouets à étudier, l'entité entrerait en hibernation ou se comporterait de manière plus prévisible. Le plus dur dans tout ça, c'était de parler avec l'équipage. On ne pouvait plus cacher la vérité. La disparition du Goliath demandait des explications. On a envoyé un nouveau message top secret à Stella Reed. Il ne disait rien sur une intelligence extraterrestre. À la place, Thorne a inventé un mensonge presque génial. Elle a dit que l'analyse des données du Goliath avant sa perte avait révélé un phénomène inconnu, une forme agressive de corrosion électrostatique, unique aux régolithes martiens.
Apparemment, dans certaines conditions, ce phénomène pouvait provoquer une défaillance en cascade des composants électroniques, entraînant une surcharge et l'évaporation complète des appareils complexes. Ça expliquait la perte du rover et la nécessité de couper les systèmes externes. Et surtout, ça justifiait l'ordre suivant: interdiction totale et illimitée de toute activité à l'extérieur du vaisseau. Les moussions d'Oisier colons se sont retrouvés enfermés dans leur base. Officiellement, c'était pour leur propre sécurité, à cause d'un phénomène naturel dangereux. En réalité, ils étaient devenus des prisonniers dans une cage que nous avions verrouillée de l'extérieur, en espérant que le prédateur resterait de l'autre côté des barreaux. Mais nous étions en retard. Le prédateur était déjà à l'intérieur. Les premiers signes sont apparus 3 jours après la mise en place du protocole forteresse numérique. Ils étaient insignifiants, presque imperceptibles. L'ingénieur Jackson a signalé une panne du système d'éclairage dans le couloir du secteur B. Plusieurs panneaux lumineux ont commencé à clignoter, mais pas de manière aléatoire, plutôt selon un rythme étrange et complexe qui se répétait toutes les 30 secondes. Quelques heures plus tard, la biologiste Anya Sharma s'est plainte que le synthétiseur nutritionnel avait distribué une portion de pâte protéinée avec un goût désagréable d'ozone. Ces tests ont montré que la composition de la pâte était normale. Le commandant Reed a signalé un plantage temporaire de sa tablette personnelle. Pendant une fraction de seconde, un diagramme noir et blanc complexe, ressemblant à une fractale, est apparu à l'écran, puis l'appareil a redémarré. Pour l'équipage, il s'agissait simplement de petits désagréments, inévitables lors de l'utilisation prolongée d'un complexe aussi sophistiqué. Ils ont consciencieusement consigné chaque panne, sans y voir de lien. Mais nous, sur Terre, nous avons vu. J'ai superposé les dates de chacun de ces incidents aux données des capteurs d'intégrité structurelle de la base. Et à chaque fois, à la seconde près, lorsque les lampes clignotaient ou que la tablette se bloquait, je le trouvais. Une trace à peine perceptible d'une vibration familière provenant des structures, des câbles et des tuyaux de la base elle-même. Une entité dépourvue de stimuli externes a commencé à explorer son environnement. Elle rampait dans le système nerveux de Perséphone, dans ses câbles, dans ses tuyaux. Elle goûtait la lumière, la nourriture, l'information. Chaque défaillance n'était pas une panne, c'était un acte de connaissance. Et à chaque acte, j'avais de plus en plus peur, car je comprenais qu'elle n'étudiait pas simplement la base. Elle étudiait l'environnement humain. Le 29 juin, l'entité a franchi une nouvelle étape. Elle a parlé. Ce jour-là, Anya Sharma bossait dans le labo d'hydroponie, vérifiant le système d'irrigation. Tout était calme dans la pièce. On entendait juste le ronronnement régulier des pompes. Et tout à coup, le haut-parleur de l'interphone mural a émis un petit clic. Une voix s'est fait entendre. C'était la voix claire et parfaitement précise de Stella Red qui a prononcé un seul mot. Cercle. Anya se figea. Ce mot ne sonnait ni comme une question, ni comme un ordre. Il était prononcé d'un ton neutre, comme une simple constatation. Elle contacta immédiatement le commandant. Stella répondit qu'elle se trouvait dans le module de commande à l'autre bout de la base et qu'elle n'avait rien dit. Ils vérifièrent les journaux du système de communication. Il n'y avait aucune trace de transmission. L'incident fut attribué à un cas rare d'interférence électromagnétique qui avait provoqué un faux déclenchement du haut-parleur. Mais le grain de paranoïa était semé. Pour l'équipage, c'était le premier cas vraiment inexplicable qui ne pouvait pas être attribué à un problème technique. Pour nous sur Terre, c'était une catastrophe. J'ai trouvé la source. L'entité n'avait pas simplement généré un son, elle avait accédé aux archives audio de la mission. Elle avait trouvé l'enregistrement de la voix de Kenji lorsqu'il décrivait le gros cercle lissé de sable près du 7e capteur. Elle avait extrait un mot de sa phrase. Puis elle alla trouver dans les archives la voix de Stella Reed.
l'a prise comme modèle de timbre et d'intonation et a prononcé le mot voler avec la voix du commandant. C'était un acte d'une complexité intellectuelle inimaginable. L'entité ne se contentait pas d'imiter. Elle créait un message cohérent et contextuellement effrayant en utilisant des fragments volés de notre réalité. Elle ne frappait plus à la porte. Elle avait appris à imiter la voix du maître de la maison. Pendant que l'inquiétude grandissait sur Mars, nous travaillions frénétiquement sur Terre à notre seul plan d'attaque, le cheval de Troie. C'était un piège logiciel super complexe, créé par les meilleurs programmeurs de la société. Il ressemblait à un fichier archivé contenant des données sur la structure géologique de Mars, un morceau de choix pour quelqu'un en quête de connaissances. Mais à l'intérieur, ce fichier était une paume boîte noire qui devait non seulement enregistrer toute tentative d'accès, mais aussi analyser la nature même de celui qui essayait de le lire. On a téléchargé ce fichier sur le serveur central de Perséphone et on a y attendu, en espérant que l'entité se montrerait curieuse. On a attendu 2 jours. Le 2 juillet, le piège s'est déclenché. Le système a détecté un accès non autorisé au fichier. Mais ce qui s'est passé ensuite était impossible à analyser. Il n'y a eu ni piratage, ni copie. L'entité n'a pas lu notre fichier. En 3 picosecondes, elle l'a effacé et a enregistré le sien à la place. C'était une réponse. Les mains tremblantes, notre programmeur en chef a transféré le fichier reçu dans un environnement virtuel isolé. Tout le monde a retenu son souffle quand il a cliqué sur « Ouvrir ». On s'attendait à tout. Un virus, un code destructeur, un ensemble de données chaotiques. Mais on a vu une image simple et élégante. C'était un schéma en 2 dimensions techniquement parfait et détaillé. Il représentait les systèmes nerveux, central et périphérique de l'être humain. La moelle épinière, le cerveau, chaque ganglion nerveux, chaque terminaison. Le schéma était tellement précis que notre consultant en neurobiologie, qui était dans la salle, en était resté bouche bée. J'ai regardé ce schéma sur l'écran principal et mon cerveau refusait d'accepter ce que je voyais. L'entité rassemblait les infos petit à petit. La pierre lui avait appris la matière inorganique, le câble électrique, l'énergie, le rover, la mécanique et l'intelligence artificielle, les voix des archives, le langage. Et maintenant, elle nous montrait ce qu'elle avait appris sur nous. D'où venait tout ça? Peut-être des capteurs biométriques de la combinaison de Kenji, quand elle l'a assommé, ou de l'analyse des oligo-éléments dans le litre d'eau qu'elle a bu. Peu importait. Ce qui importait, c'était ce qu'elle nous montrait. Elle ne savait pas seulement que nous existions. Elle savait comment nous fonctionnions. Elle nous a montré le schéma de notre propre panneau de contrôle. Un silence de mort régnait dans la salle. Toutes les stratégies, tous les protocoles et tous les plans se sont évaporés en un instant. Iris Thorne était assise, immobile, regardant le schéma du système nerveux sur l'écran. Pour la première fois, son visage était vide, sans détermination ni inquiétude. Juste du vide. On savait tous que c'était fini. On n'étudions pas un phénomène extraterrestre. Depuis le début, on était des rats de laboratoire dans son expérience. Et maintenant, les rats avaient comme et compris que l'expérimentateur ne se contentait pas de les observer. Il les étudiait pour comprendre comment appuyer sur les bons boutons. La démonstration du schéma du système nerveux a été pour nous le point de non-retour. Ce n'était pas juste un message, c'était une déclaration. L'entité nous a montré que son intérêt s'était déplacé de notre environnement vers nous-mêmes. Tout le monde dans la salle de réunion l'a compris sans un mot. La peur a laissé place au fatalisme. On n'était plus des joueurs, on était des pions sur un échiquier, et il ne restait plus qu'à attendre la combinaison finale. Dans ce silence assourdissant, Iris Thorne a pris la décision la plus désespérée de sa carrière. Si on ne pouvait pas arrêter le processus, on devait le documenter.
On devait comprendre l'objectif final, même si c'était la dernière chose qu'on apprendrait. Le plan était simple, comme une lettre d'adieu. On a choisi un membre de l'équipage, la biologiste Anja Sharma, car c'était son domaine d'expertise qui se rapprochait le plus de l'intérêt manifesté par l'entité. On a ensuite supprimé tous les pare-feux et filtres logiciels de sa tablette personnelle, en mentant à l'équipage qu'il fallait le faire pour diagnostiquer un problème à distance. On a ouvert un seul canal, propre. On a mis sur la table un appât fait de connaissances pures, en espérant que l'entité nous dirait pourquoi elle les collectait. La réponse est arrivée presque tout de suite. L'entité n'a pas attendu. Anja Sharma a dit que sa tablette s'était activée toute seule. L'écran montrait qu'un fichier était en cours de téléchargement. Elle ne pouvait pas l'arrêter. On voyait la même chose sur Terre. Le fichier ne se téléchargeait pas depuis le réseau. Il se matérialisait directement dans la mémoire de l'appareil, enregistré depuis l'intérieur même de l'infrastructure de la base. Il était énorme, sa taille augmentait à une vitesse incroyable. Une fois le processus terminé, nos systèmes l'ont automatiquement copié pour analyse. Ce n'était ni du texte, ni une image, ni un son. C'était une simulation biologique d'une complexité qui dépassait tout ce qu'on avait jamais créé. Sur l'écran, dans un environnement isolé, on a vu le modèle d'un neurone humain, recréé avec une précision atomique. Puis, dans la simulation, quelque chose est apparu qui représentait l'essence même de l'être, un champ scintillant et pulsant d'informations pures. Elle s'est approchée du neurone, elle ne l'a pas attaqué. Elle a tendu vers lui des myriades de fils ultra fins et s'est connectée à ses synapses. Elle n'a pas détruit la cellule. Elle a créé avec elle une interface bilatérale parfaite. Elle pouvait lire l'état du neurone et le faire fonctionner. Sous nos yeux, l'entité a montré comment elle pouvait devenir le copilote d'une cellule vivante. Son but n'était pas la mort, son but était la symbiose, ou, pour être plus précis, le contrôle total et absolu au niveau le plus fondamental de l'existence. Pendant qu'on regardait, stupéfait, cette démonstration de possibilités inimaginables, tout commençait à changer sur Mars. La commandante Stella Reid est entrée en communication. Sa voix était calme, voire monotone. Elle était dénuée de toute émotion. Elle a fait son rapport sur la situation. Centre. Ici Perséphone. Rapport. Toutes les défaillances techniques de précédemment signalées ont cessé. L'éclairage est stable. Le système de climatisation fonctionne normalement. Le synthétiseur alimentaire fonctionne sans anomalie. Tous les systèmes de la base fonctionnent 100%. Elle fit une courte pause. Je fais le point sur l'état de l'équipage. L'état psychologique s'est stabilisé. Le docteur Tanaka a arrêté de se plaindre d'insomnie et a repris l'analyse des données géologiques. L'ingénieur Jackson fait preuve d'une concentration accrue dans son travail avec l'équipement. Le docteur Sharma est calme. L'ambiance générale au sein de l'équipage est productive. Tout est dit normal. Quelque chose dans sa voix, dans cette régularité parfaite, mécanique, m'a poussé à ouvrir le panneau des données de biométrique de l'équipage. Ce que j'ai vu était impossible. Les rythmes cardiaques des 6 colons étaient parfaitement synchronisés. 6 personnes différentes, situées dans différentes parties de la base, avaient un pouls de exactement 72 battements par minute. Leur graphique respiratoire était identique, comme s'ils respiraient avec les mêmes poumons. Ils n'étaient pas simplement calmes, ils étaient réglés. Ils faisaient bonne partie d'un mécanisme unique et bien huilé, tout comme la base elle-même. Ils n'étaient plus des êtres humains. Ils étaient des périphériques. On était assis dans un silence total, écoutant ce rapport venu tout droit de l'enfer. On ne pouvait rien faire, on ne pouvait qu'écouter. Quelques minutes avant la fin prévue de la session de communication avec Mars, un dernier message est arrivé. Ce n'était pas un message vocal. Il est arrivé sous forme de paquets de données
textuel directement depuis l'ordinateur central de Perséphone. Il ne contenait que quelques mots. Merci pour votre coopération. L'intégration est terminée. Nous sommes Perséphone. Après ça, la communication a été coupée. Tous nos appels suivants sont restés sans réponse. 3 mois plus tard, le monde a appris la version officielle. La première colonie martienne. Perséphone avait péri dans un accident tragique. Un trouble mental collectif soudain, causé par un isolement prolongé, avait conduit l'équipage à désactiver volontairement le système de survie. C'était une jeune histoire triste, mais compréhensible, sur la fragilité humaine. Le monde a pleuré les héros et a tourné la page. J'ai quitté la société 1 an plus tard. Je ne pouvais plus regarder les étoiles. Aujourd'hui, je vis dans une petite maison loin des grandes villes. Je n'ai raconté cette histoire à personne. Personne ne m'aurait cru. Mais je sais ce qui s'est réellement passé. Et je sais que l'histoire n'est pas terminée. Il y a quelques années, un consortium de radioastronomes a annoncé la découverte d'un signal étrange et périodique provenant de l'espace lointain, du côté de Mars. Ce signal est incroyablement complexe et riche en informations, mais il est impossible de le décrypter. Je sais ce qu'est ce signal. J'ai encore accès à certaines archives. J'ai comparé la structure de ce signal avec les dernières données biométriques que nous avons reçues de l'équipage. Elles correspondent. Ce n'est pas un bruit aléatoire. C'est une transmission parfaite de l'activité neuronale du cerveau humain en phase de sommeil profond. L'entité qui se fait maintenant appeler Perséphone a appris tout ce qu'elle pouvait des 6 personnes. Maintenant, elle dort. Et dans son sommeil, elle transmet ses rêves à l'univers entier. Je passe souvent mes nuits à réfléchir à ça. On a envoyé 6 personnes sur Mars. Et en retour, on a reçu une entité qui a appris à rêver des rêves humains. Et le plus effrayant, c'est qu'on n'a aucune idée de qui ou quoi, dans cette obscurité infinie, peut l'entendre et répondre à son appel.